Donc merci, tout d'abord merci pour m'avoir invité. C'est sympa de rediscuter avec des collègues, des anciens collègues de Sorbonne, puisque j'avais été maître de conférence également à Sorbonne Université il y a quelques années, à la station biologique de Roscoff, avant de pouvoir revenir à Marseille ou dans le laboratoire dans lequel j'avais fait ma thèse. Donc moi je suis plutôt écologue marin. J'ai fait ma thèse sur l'influence de la fragmentation des habitats et du changement climatique sur des structures démographiques et génétiques dans des grottes sous-marines. Et ensuite, à partir de mes postdoctorats, j'ai travaillé essentiellement sur les espèces introduites en milieu aquatique et en milieu marin. Et c'est un peu de ça que je vais vous parler aujourd'hui, avec les ports maritimes et ce que j'ai appelé les enjeux écologiques de cette urbanisation littorale. Donc, au cours des dernières années, on a vu émerger une sous-discipline en écologie qui est l'écologie urbaine, alors qui s'est bien développée, notamment dans mon laboratoire à Marseille, sur ces approches de ville, donc en milieu continental. Par contre, en milieu marin, ça reste quand même assez peu développé. Il y a très peu de personnes qui travaillent sur ça. On a un peu les Australiens et puis quelques personnes en France. Donc pourquoi s'intéresser aux villes quand on travaille en milieu marin? C'est tout simplement parce que, comme vous le savez, la Terre est quand même de plus en plus urbanisée. Les populations ont tendance, la population globale augmente et cette augmentation se fait essentiellement dans les centres urbains. Ce que vous voyez ici, c'est issu d'un article d'une d'un numéro spécial de Science qui parle de planète urbaine, puisque les grands centres urbains se densifient de plus en plus, ils sont de plus en plus nombreux, et vous voyez que les projections qui sont faites sur les graphiques pour les différents pays montrent que cette tendance est à l'augmentation complètement. Alors cette urbanisation, elle ne se fait pas n'importe où, elle se fait autour des centres urbains et aussi en particulier le long du littoral. Donc on a une massification des populations le long du littoral et une densification de l'urbanisation le long de ce littoral. Donc le long de ce littoral, évidemment, on a des conséquences pour pour l'environnement marin et en particulier pour les habitats des premiers mètres, mais on verra un peu plus loin. Alors cette densification, elle est extrêmement forte et extrêmement importante, notamment en Europe. Si on regarde le premier kilomètre de la frange littorale, donc celui qui se situe entre la mer et 1 kilomètre vers les terres, on voit que la moyenne en Europe se situe entre 15 et 45% de ce kilomètre qui est bâti. Et puis on a des zones en Europe ou zones péri-européennes où ce taux peut monter jusqu'à 70%. C'est en particulier le cas de la Méditerranée, qu'elle soit européenne ou non européenne, non Union européenne. Vous voyez que ce taux est considérable. Donc on a un kilométrage de construction du littoral qui est phénoménal et qui continue à augmenter vraiment très fortement. Ça se confirme quand on regarde les usages des sols dans les 10 premiers kilomètres de cette zone côtière. Et ce que vous voyez, c'est que globalement, on perd des terres, les usages des différentes terres, hein, que ce soit pour le pâturage, pour les zones humides. Les seuls qui y gagnent, c'est un peu les forêts. Mais surtout, c'est l'artificialisation. Vous voyez qu'en 10 ans, pour l'Europe, on a augmenté la surface, on a artificialisé plus de 1900 km², et ça, c'est uniquement pour les années 90-2000. Donc on est bien sur un phénomène qui est en constante augmentation et qui va de plus en plus. Encore une fois, à titre d'exemple, ce littoral artificialisé, vous avez ici pour la Méditerranée, pour PACA, pour les Bouches-du-Rhône et pour Marseille, vous voyez le kilométrage et le pourcentage d'artificialisation de ce littoral. Mais ce qui est intéressant de noter, et c'est pour ça que c'est l'objet de mon travail, c'est que la plupart du linéaire artificialisé, ce sont en fait les ports. Le kilométrage des ports, ce qui est normal, hein, puisque le port, en fait, ce sont des darses, donc ça représente un linéaire qui est très important, sont l'archétype, en fait, de cette artificialisation du littoral. Donc cette artificialisation du littoral, elle est très forte. Vous voyez que pour Marseille, par exemple, c'est quasiment que du port, et ça occupe tous les petits fonds. Mais à cette urbanisation
Donc est associée l'artificialisation, et à l'urbanisation est également associée l'augmentation des activités humaines, ce qui est normal. Donc ça se note par exemple sur les activités de tourisme, notamment pour la Méditerranée. Le graphique que vous pouvez voir sur la droite, c'est les revenus associés à ce tourisme depuis les années 70, et vous voyez que c'est en constante augmentation, tout particulièrement pour la Méditerranée, c'est la courbe bleue. Donc avec ce tourisme qui est de plus en plus fort, on a évidemment beaucoup plus de construction, mais on a également beaucoup plus de pollution urbaine associée au lessivage des sols, mais également au retraitement des eaux usées, par exemple. Les pressions touristiques ne sont évidemment pas les seuls enjeux, puisque les populations se densifient. On a aussi toutes les activités associées à l'industrie qui se densifient également autour de ces zones, et c'est normal, puisque ces zones, les activités industrielles tendent à se retrouver proches des centres de communication, et les ports, qui sont cet archétype de l'urbanisation et de l'artificialisation, se retrouvent, les complexes industriels se retrouvent proches de ces ports. Donc si on parle de ports comme l'exemple type de l'artificialisation, on ne peut pas évidemment ne pas parler du trafic maritime. Ce trafic maritime, ce qu'on constate depuis 5 siècles, mais essentiellement depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'il est en constante augmentation. Il est de plus en plus fréquent et il est de plus en plus rapide. À l'heure actuelle, vous le savez sûrement, plus de 90% des marchandises qui sont échangées dans le monde le sont via les bateaux. Ça représente, par exemple, c'est ce que vous voyez, hein, c'est les flux que vous voyez, les lignes que vous voyez, ça représente les connexions entre les différents ports au monde. Vous voyez que c'est plus de 55 000 navires qui ont navigué en 20 ans dans ces eaux. Et vous avez le même exemple pour la Méditerranée sur la droite. Ce que vous voyez en bleu, ce n'est pas la coloration de la mer, c'est les petits échanges qui existent, les échanges intra-méditerranéens qui existent. Donc ça, on a énormément d'échanges qui se font entre les ports. Donc ça, potentiellement, ça veut dire aussi de la pollution, mais également de la pollution chimique, mais également de la pollution biologique via les espèces introduites. Et c'est un peu l'objet dont je vais discuter aujourd'hui. Alors comment, d'un point de vue de l'écologue, on peut représenter le port? Le port est évidemment quelque chose d'hybride. C'est ni le milieu marin qu'on connaît, le milieu marin naturel, ni encore la zone urbaine. C'est un hybride entre ça, c'est cette rencontre entre les villes, puisque les ports sont généralement, à quelques rares exceptions près, les ports sont situés en zone urbaine. C'est l'histoire de l'humanité qui veut ça, c'est les points de communication. Donc cette rencontre, le port, c'est cette rencontre, l'environnement naturel et la zone urbaine. C'est donc un territoire maritime, marin, à part, très particulier, à la fois urbanisé et marin, avec tous les problèmes de système socio-écologique que ça peut présenter. Donc d'un point de vue un peu plus conceptuel, ce qui va nous intéresser, on peut représenter le port sous la forme d'un diagramme de Venn. Le port, c'est d'abord des infrastructures, donc une artificialisation associée au trafic maritime. Évidemment, plus le trafic maritime va être important, plus l'artificialisation du port va avoir tendance à augmenter et être d'autant plus drastique. Donc ces infrastructures artificielles, c'est évidemment les murs dans les ports, ça peut être également des pôles d'air de type île artificielle que vous pouvez voir en bas à gauche, ça peut être des défenses côtières associées au port pour pouvoir construire, mais c'est évidemment des bouées, c'est des épaves, et quelquefois c'est des pontons, etc., etc. Donc toutes ces structures représentent des nouveaux environnements dans le milieu. Et associé à cette nouveauté d'habitat, on a évidemment une destruction des habitats naturels, et en particulier des habitats peu profonds. Et ça se fait quand vous voyez les chiffres que je vous ai présentés sur le taux d'artificialisation du milieu. Vous voyez que les petits fonds, en particulier marins, sont très affectés. Ce qui fait que globalement, nos petits fonds, entre 0 et 10 mètres, on peut dire, tendent à être bien fragmentés et bien parcellaires en milieu marin dans ces zones artificialisées. Or,
la question qu'on peut se poser tout de suite, c'est que si nos populations littorales deviennent plus fragmentées et parcellaires, quels vont être les effets sur la connectivité des populations marines, notamment des poissons. Donc, pas mal d'espèces côtières ont leur nurserie dans ces zones-là. Donc, quelle est la connectivité de ces populations? Si vous prenez l'exemple un peu poussé à l'extrême de la passe du Lido à Venise, donc qui permet l'entrée dans la lagune de Venise, vous voyez que l'artificialisation est considérable. Et vous pouvez imaginer très bien que le courant qui était initialement dans cette zone a été considérablement modifié. Donc on peut se poser la question de comment les propagules vont continuer à se disperser ou pas, comment les liens vont être maintenus entre les différents propagules, et donc quels sont les puits et les sources qui vont changer dans le cadre d'un modèle, par exemple, de métapopulation. Donc ça, je ne vais pas abonder plus dans cette direction parce que finalement, c'est assez peu documenté à l'heure actuelle l'effet des structures en elles-mêmes sur la connectivité et de ces modifications. On a quelques indices, on a des études qui sortent, mais ce n'est pas quelque chose qui est très exploré, notamment par les généticiens des populations. Ce qui par contre est sûr, c'est que si on reprend le diagramme de Frankham, sur la génétique de la conservation, on est sur des habitats qui sont de plus en plus... On a de la perte d'habitat, des habitats qui restent, qui sont de plus en plus patchy et fragmentés. Ça, c'est tous les syndromes du risque de perte de biodiversité. C'est le vortex d'extinction qui peut être dû à cette artificialisation littorale. Donc, comme je vous ai dit, on n'a pas beaucoup d'études qui le montrent. On a quelques essais, notamment sur cette patelle qui a été faite par les Italiens, où ils montrent effectivement que les patelles qui vivent sur le milieu artificialisé par rapport à celles qui sont sur les rochers naturels adjacents ont une perte de diversité, mais il y a très peu d'études qui montrent ça. Hier, il y a un papier qui est sorti dans Molecular Ecology de mes anciens collègues de Roscoff qui montrait, par exemple, c'est un des rares cas, où on a de l'hybridation entre deux espèces qui normalement ne devaient pas être en contact et qui s'est faite justement grâce à l'artificialisation du milieu et la mise en contact d'espèces, d'une espèce native avec une espèce introduite. Donc je laisse cette partie pour un autre débat. Et je reviens sur mon diagramme de Venn. Donc on a dit qu'on avait des infrastructures, un trafic maritime, et évidemment on va avoir en tout cas en milieu marin, des biocénoses, des communautés qui vont être associées à ces ports. Ces biocénoses, quand ça détruit l'habitat, ok, on a une disparition, mais elles peuvent être aussi des nouveaux substrats, rocheux en particulier, pour certaines espèces. Donc par exemple, le long de la côte belge, qui est une côte purement sableuse, le fait de mettre des structures de défense en béton a fait qu'on a vu apparaître la littorine des rochers, la Littorina saxatilis, qui est très commune le long de la Manche et en mer du Nord, mais elle n'était pas présente le long de la côte sableuse belge parce qu'on a créé tout simplement un nouvel habitat. Donc cette colonisation de ces nouveaux habitats, elle est très rapide. Elle se fait vraiment dès qu'on a installé des nouvelles structures, elle va se faire. Et là, je vous mets l'exemple en bas de l'extension du port de Monaco, de Port Hercule à Monaco, où on a construit des jetées, des contre-jetées de plusieurs centaines de mètres de long, qu'on a fait flotter, qu'on a installé dans le port pour l'agrandir. Et ces jetées, on les suit depuis une vingtaine d'années et on a pu voir dès le départ très rapidement une colonisation extrêmement rapide, extrêmement forte de différentes espèces, notamment des grandes nacres que vous pouvez voir en bas à droite, qui ont conquis le milieu et qui s'installent très rapidement. Donc c'est pour ça que certains ont même proposé des structures artificielles pour pouvoir faire éventuellement des micro-réserves ou de réensemencer des habitats. C'est ce qui se fait au Japon, c'est ce qui se fait en Méditerranée également, avec des structures artificielles de type récif Prado qui existent à Marseille, qui permettent de recréer localement un peu de diversité. Oui, mais le problème, c'est qu'on introduit un substrat qui n'existe pas précédemment en milieu marin. Et les assemblages que globalement on va pouvoir retrouver sur ces milieux sont quand même assez différents de ce qu'on va trouver en milieu naturel. Là, je parle bien de substrats artificiels, on n'est pas forcément que dans les ports, mais globalement dans les ports ça marche pareil. Là vous avez un exemple sur ce graphique du nombre d'espèces
qu'on va retrouver sur un substrat rocheux naturel, hein, c'est ce que vous voyez le bâton blanc, par rapport à des substrats artificialisés, soit en mode exposé, soit en mode abrité, soit en zone qui est exclusivement rocheuse autour ou sableuse. Et vous voyez que globalement, on a une diminution du nombre d'espèces, une perte de diversité, mais ça va dans le même sens pour l'abondance. Et d'une façon générale, si on s'intéresse un peu plus aux porcs, on s'aperçoit qu'on a moins de diversité, on a moins d'espèces qui sont présentes dans les porcs. Leur abondance est quand même importante, mais moindre par rapport à ce qu'on peut trouver à l'extérieur. Et surtout, les compositions des assemblages sont très dissimilaires avec ce qu'on va trouver en milieu naturel. Par exemple, les 3 photos que je vous expose en bas sont les photos du port du château à Brest, qui sont prises soit sous les pontons, soit le long des murs. Et les espèces que vous pouvez voir là, la composition, l'assemblage, l'abondance, n'ont rien à voir à ce que vous trouverez en milieu extérieur, notamment si vous faites de la plongée. Les espèces qui sont plutôt rares à l'extérieur, ici, ont tendance à être, certaines de ces espèces ont tendance à être bien abondantes, hein. C'est le cas notamment pour tout ce qui est acidie et bryozoaire, qui pullulent véritablement dans les ports. Donc je reprends toujours le cours de mon diagramme de Venn. On a donc des biocénoses qui sont forcément de type indigène, mais puisqu'on a un trafic maritime international et ou régional, on peut s'attendre aussi à avoir beaucoup d'espèces exotiques dans les ports. Et tout simplement parce qu'on est très exposé aux vecteurs de dissémination. Les ports sont en général aux extrémités des corridors de dissémination des espèces, du trafic maritime, et donc des corridors d'introduction de ces espèces. Les bateaux étant évidemment le vecteur principal d'introduction des espèces introduites en milieu marin. Alors c'est exactement ce qu'on constate lorsqu'on s'intéresse au port, vraiment cette fois. Là, je vous ai pris l'exemple du port de Sydney, et vous voyez que globalement, les espèces le nombre d'espèces invasives est plus important, il est au moins du double, par rapport au nombre d'espèces locales, d'espèces indigènes, et ça en particulier sur les substrats artificiels. Donc c'est toute la partie de gauche du graphique. Vous voyez que tous les substrats qui sont en fait des substrats artificiels, y compris lorsque ce sont des poteaux de bois, sont recouverts préférentiellement d'espèces introduites. Alors que les substrats naturels de type rocher ou de type mur de grès, eux, sont recouverts préférentiellement d'espèces indigènes. Donc on a cette tendance, on la retrouve hein, dans tous nos ports, y compris en Europe. On a une très forte proportion, une très forte diversité, une très forte abondance des espèces non indigènes par rapport aux espèces indigènes, et en particulier par rapport au milieu naturel. On se situe généralement entre 10, 15 et 50% d'espèces introduites dans ces milieux portuaires par rapport au milieu naturel où les taux peuvent chuter jusqu'à quasiment 0. Donc, une des questions qu'on peut se poser, c'est pourquoi ces espèces sont présentes. Et là, je vais faire une petite digression pendant quelques minutes pour vous rappeler ce qu'est une espèce introduite et que c'est un phénomène qui est absolument improbable. Pourtant, on le constate, hein, évidemment. Une espèce introduite, par définition, c'est une espèce qui présente une rupture dans son aire de distribution entre l'aire native et l'aire d'introduction et d'envahissement. Cette rupture, elle est géographique, elle est éventuellement physiologique, notamment pour les parasites. Et pour pouvoir avoir cette rupture, qui est forcément faite par l'homme de façon volontaire ou involontaire, directe ou indirecte, il faut passer un certain nombre de barrières, hein, de filtres environnementaux, de filtres biotiques et abiotiques, pour pouvoir arriver dans la nouvelle ère, s'y développer et éventuellement devenir envahissante. Donc toutes ces étapes de filtre, de survie au transport, survie à au nouvel environnement, reproduction dans ce nouvel environnement, survie à la compétition avec les espèces locales, et ensuite dissémination, tout ça, chacune de ces étapes est très difficile à passer et il est très improbable qu'une espèce arrive à franchir toutes ces étapes. Or, ce qu'on constate dans la réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'espèces qui y arrivent et il y en a de plus en plus. Ça, c'est ce qu'on constate. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est
c'est l'effet miroir de ce phénomène, c'est que pour une espèce qui va réussir, il y a un nombre considérable d'espèces qui par contre a échoué. Et ça, c'est assez peu documenté dans la littérature. Il y a quelques années, j'ai eu la chance de rencontrer un collègue historien d'Aix-Marseille Université, Daniel Faget, qui est un historien de la pêche et de l'histoire maritime, et qui avait fouillé dans les archives de Marseille, et qui m'a dit, il y a une espèce que je n'arrive pas à déterminer, qui est une moule, qui est appelée la moule jaune de Safi, qui a été apportée, qui est apparue au XVIIe siècle à Marseille, et qui a disparu au XVIIIe siècle. Donc Safi, c'est un petit port, un tout petit port sur la côte marocaine, donc la côte atlantique marocaine. Vous avez la situation géographique en bas à gauche et une représentation de la carte de la ville au XVIe siècle. Et quand on regarde les archives, dans ces archives, on nous parle dans Monsieur Villers, qui est un négociant marseillais, qui était un féru d'histoire naturelle, avait toute une collection d'organismes marins, et il parle d'une moule exotique. Donc, déjà intéressant de voir que le terme existait déjà au XVIIIe siècle. Donc d'une moule exotique qui a été importée à Marseille, qui venait de Safi, donc qui a été transportée de Safi, qui est différente des moules de Barbarie. Barbarie, c'est le Maghreb pour l'époque, et qu'il n'y en a plus à Marseille. Donc à la fin du XVIIIe siècle, elle avait été déjà éliminée. Le docteur Darluc, également médecin et passionné d'histoire naturelle, dit qu'elle avait été recueillie sur la quille des navires, notamment quand ils sont en carénage, et qu'elle a survécu quelques années avant d'être détruite, et il dit qu'elle est toute jaune et qu'elle venait de Safi. Alors des moules jaunes, on n'en a pas. Il n'y en a pas en Atlantique, elles sont très rares, enfin on ne les connaît pas du tout. Donc on était un peu embêté avec mon collègue historien pour savoir de quelle espèce on parlait. Et puis, il a retrouvé une archive un peu plus tard, du 19e siècle, du préfet de Villeneuve-Bargemont, qui, lui, a eu accès à la coquille de ces moules jaunes, et qui disait qu'elle différait, elle est de la même taille qu'une moule de type Mytilus edulis. Elle ne ressemble pas à Galoprovincialis. Par contre, elle est différente de Mytilus afer. Alors, Mytilus afer, actuellement, c'est Perna perna. Et elle est différente de Perna perna parce qu'elle a des zones concentriques vertes et jaunes. Alors on était toujours bien embêtés parce qu'en fait, les 4 moules qui sont présentes sur la côte atlantique marocaine, c'est 2 modioles, ce sont les 2 que vous avez en bas à gauche, qui sont des toutes petites moules et qui n'ont morphologiquement rien à voir avec la description dont on parle. La Mytilus edilis, ils savaient déjà bien la reconnaître à l'époque et elle n'a pas de morphe qui varie. Et par contre, Perna perna, donc la Mytilus afer, elle ressemble bien à cette moule, mais elle n'est pas connue pour avoir des variations. Donc j'ai pu faire un peu de recherche, et en fait j'ai pu voir qu'il y avait un morphotype très particulier le long de la côte marocaine, qui est justement vert ou jaune, ça dépend, et qui correspond bien à Perna perna. Donc là, on a un exemple d'une espèce qui a été introduite à Marseille au XVIIIe siècle et qui a disparu. Alors les archives disent que ce sont les Marseillais qui l'ont fait disparaître, et en particulier Monsieur Rougon. Bon, nous, on était un peu dubitatifs sur le fait que on puisse éliminer une espèce marine. Ça donnerait beaucoup d'espoir. Hein. Une espèce introduite marine qu'on puisse éliminer juste par sa présence, ça donne beaucoup d'espoir pour toutes celles qu'on a. Or, c'est pas forcément le cas. On a un peu exploré les échanges qu'il y avait eu avec le port de Safi au XVIIIe siècle. On a trouvé qu'une vingtaine de navires ont échangé avec ce port. Et en particulier, ça correspond pendant les dates qui correspondent à la période que j'évoquais. Donc la question, c'est comment a-t-elle pu disparaître? Est-ce qu'il y a eu des conditions environnementales qui ont changé ou qui ont fait que cette espèce a disparu? Or, il faut se souvenir que le XVIIIe siècle, du XVIe et au XVIIIe siècle, jusqu'au XIXe siècle, pardon, en Europe, on est dans la période du petit âge glaciaire. C'est ce qui provoquera une grande famine sous Louis XIV et qui va provoquer tout un tas de révoltes qui, pour certains historiens, aboutissent à la Révolution française en 1789. Donc là, on est sur ce petit âge glaciaire. Ce qui caractérise le petit âge glaciaire, ce sont des hivers extrêmement froids, extrêmement rigoureux,
avec des fleuves en France qui peuvent geler. La Seine gèle, le Rhône gèle. Et si on regarde, je suis allé un peu vite sur mon histoire, tant pis, si on regarde le nombre de jours où le Rhône a été pris en glace sur cette période, vous voyez que sur la droite du graphique, après la Seconde Guerre mondiale, on a quasiment très peu de jours où on a le Rhône qui est vraiment pris par les glaces. Par contre, au cours du 18e, c'est beaucoup plus fréquent, et c'est beaucoup plus fréquent notamment sur la période sur laquelle la moule a été introduite. Donc ce qui nous fait supposer que ce qui a détruit cette moule introduite en Méditerranée et à Marseille en particulier, ce n'est pas les Marseillais, mais c'est bien les conditions environnementales drastiques pour une moule qui est de type subtropical, hein, qui est actuellement bien introduite dans le monde entier, mais dans la zone intertropicale et pas du tout dans les zones tempérées comme peut l'être Marseille. Donc ma digression sur les espèces introduites qui ne réussissent pas est finie. Maintenant, je vais vous parler plutôt des espèces introduites qui réussissent et qu'est-ce qui peut expliquer qu'elles réussissent finalement aussi bien en milieu marin et en particulier dans les ports. Ben malheureusement, quand on regarde la littérature, il y a très peu d'études qui essayent d'expliquer les mécanismes qui peuvent expliquer pourquoi déjà on a autant d'espèces introduites. Oui, on est à l'extrémité des corridors et des vecteurs d'introduction, mais il n'y a pas de raison que ça ne soit cantonné que dans les ports. Donc il y a quelque chose qui se passe dans les ports qui tend à favoriser la présence de beaucoup d'espèces introduites dans les communautés portuaires et pas en dehors. Ces mécanismes, ils sont assez mal compris et c'est pour ça qu'on a entrepris un certain nombre d'études. Donc, qu'est-ce qui se passe dans un port d'une façon générale? On a dit qu'on avait des infrastructures associées au trafic, des biocénoses qui sont à la fois indigènes avec une forte proportion d'espèces exotiques, mais on a également une très forte concentration des activités humaines. Et de par la structure même des infrastructures, on a une concentration de l'exposition aux polluants, et en particulier aux polluants chimiques, organiques et inorganiques. Donc que ce soit des métaux lourds, ou que ce soit des pesticides, ou des HAP, ou des PCB. Donc on a une très forte exposition à ces polluants, et notamment une exposition à un métaux lourd qui constitue qui est le métal constitutif, hein, qui est le biocide constitutif des peintures antifouling, des peintures qu'on utilise pour peindre les bateaux et pour empêcher l'établissement des espèces marines sur ces bateaux, afin qu'ils continuent à avancer sur l'eau, c'est en particulier le cuivre. Donc il y a quelques études qui ont essayé de voir s'il y avait une relation entre exposition au cuivre, et dont notamment une exposition croissante au cuivre, et les variations de proportions entre exotiques et indigènes dans les communautés. C'est notamment Crookes qui, il y a une dizaine d'années, a exposé des communautés portuaires à un taux croissant en cuivre, et il a montré que finalement les espèces exotiques, la courbe que vous pouvez voir avec les ronds, semblaient assez insensibles à l'augmentation du cuivre en milieu portuaire, alors que les espèces indigènes, elles, y sont considérablement sensibles. Alors l'histoire pourrait être très jolie, sauf qu'il y a des études de la même année, d'autres études expérimentales qui vont en sens inverse. Si on regarde la diversité des espèces exotiques et indigènes par rapport à une augmentation croissante de l'exposition au cuivre, qu'on se situe dans une zone tempérée en Virginie ou en zone tropicale au Panama, il semble qu'on a les mêmes tendances pour les exotiques et pour les indigènes. Donc on est sur des études contradictoires, on était sur des études contradictoires il y a une dizaine d'années, et donc on pose toujours la question de est-ce que finalement cette mauvaise qualité environnementale associée à la présence de polluants, très forte dose de polluants, et notamment du cuivre qui est vraiment omniprésent dans les ports, joue ou pas sur la présence de ces espèces exotiques et le cantonnement de ces espèces exotiques dans les ports. Donc il y a quelques années, j'ai pu recruter un postdoc, Joseph Kenworthy, qui a pu travailler sur ces questions. Et donc on a fait des approches qui sont vraiment des approches d'écologie expérimentale, d'écologie in situ,
On a travaillé sur différents ports en Bretagne. Donc vous voyez les ports à droite, trois ports de Brest, la marina du Château en bas, et les deux marinas du Moulin Blanc, la nord et la sud. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a mesuré évidemment les polluants qui sont présents dans les sédiments de nos ports. Et si on a pris les sédiments, c'est parce qu'ils sont intégratifs. Ils représentent vraiment la contamination sur une période de temps assez longue. Et on a regardé les communautés qui étaient présentes sur certains substrats artificiels. On a commencé par les piliers, c'est ce que vous voyez à gauche. Et puis ensuite, on est passé sur les dessous de pontons qui sont quand même l'habitat le plus fréquent. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé les entrées de port avec les fonds de port, avec l'hypothèse que les entrées de port étant plus exposées au renouvellement d'eau et à l'hydrodynamisme, s'il y a de la pollution au cuivre ou à d'autres polluants, elle sera toujours moindre que les fonds de port où l'hydrodynamisme, par définition de la structure du port, est moindre et donc les polluants ont tendance à s'accumuler. C'est aussi au fond des ports où généralement on a toutes les activités de carénage, toutes les activités maritimes liées aux bateaux. Alors, on a regardé tout d'abord les polluants, c'est ce qu'on vous expose ici. Donc, ce que vous voyez, c'est toujours les couleurs correspondent aux trois différents ports bretons, avec à chaque fois entrée et fond de port. Donc, ce que vous voyez tout de suite sur l'analyse en composantes principales, c'est que le long de l'axe 1, on a une vraie discrimination entre d'un côté les entrées et les fonds de port, quels que soient les ports, et ensuite, le long de l'axe 2, on discrimine les ports entre eux. Ce qui veut dire que les différences qu'on va pouvoir observer entre les ports sont moindres que les différences qu'on va pouvoir observer au sein de chaque port entre l'entrée et le fond du port. Or, ces fonds de port, on a pu montrer, on a pu mesurer qu'elles étaient extrêmement contaminées au cuivre en particulier. Alors, les premières études qu'on a faites en 2016, on était assez limité sur le nombre de polluants que l'on a observés. Et par la suite, je vous en parlerai après, on a vraiment augmenté très fortement le nombre de polluants suivis, qu'ils soient organiques, inorganiques ou métalliques. Donc, on observe ces différences et donc on peut se poser la question, est-ce qu'on retrouve la même chose sur les communautés de substrats durs sessiles, donc les communautés de piliers ou de pontons qui nous intéressent? Est-ce que finalement, on va trouver une corrélation entre ce gradient de polluants de l'entrée vers le fond, du fond vers l'entrée, et les communautés sessiles? Donc, on a regardé toutes les espèces qui sont présentes. On a pu identifier un certain nombre de taxons. Vous voyez qu'on a une soixantaine de taxons. C'est assez peu, hein. On est sur des environnements qui sont bien dégradés. On n'a pas une diversité taxonomique qui est folle par rapport à ce qu'on va trouver en milieu extérieur. On retrouve beaucoup d'acidies, beaucoup de bryozoaires et d'une façon générale beaucoup de filtreurs, ce qui est normal parce qu'on est sur des masses d'eau qui sont petites, avec beaucoup d'eutrophisation, donc beaucoup de nourriture, et donc des filtreurs sont présents et très dominants. Et puis, ce que je vous disais tout à l'heure, on a pas mal d'espèces exotiques. Hein. Là, on a trouvé un 15% du total. On verra sur les études suivantes que en fait, ce taux peut augmenter considérablement. Donc, on a des espèces qui sont notamment sur les espèces introduites, ce sont des espèces vraiment très communes dans les ports du monde entier. Ce sont des espèces qui ont vraiment bien réussi partout, mais qui sont bien présentes et bien abondantes dans nos ports. Donc ça, c'est sur la diversité taxonomique. Maintenant, comment ces communautés se structurent? Si vous regardez l'analyse en composantes principales que vous voyez là, on retrouve exactement la même organisation qu'on a que pour les polluants, c'est-à-dire qu'on retrouve plus de différences entre les entrées et les fonds de port au niveau des communautés qu'entre les ports eux-mêmes, entre les différentes entrées de port. Donc, c'est-à-dire qu'on retrouve exactement la même structuration que pour les polluants. Donc, on a bien une corrélation qui se fait entre le taux de contamination, notamment au cuivre, et la structuration des communautés qu'on peut observer. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on note aussi des différences en termes de composition des espèces locales entre le fond et l'entrée. C'est un peu ce qu'on attend, hein. On voit des différences, donc il y a bien des espèces caractéristiques de ces deux zones. Et par contre, les exotiques, elles ont plutôt l'air tendance de ne pas être caractéristiques des zones. Elles ont l'air d'avoir
d'être plutôt tolérante aux différents niveaux de pollution. Elle se balade un peu partout dans le port. Alors, il y a d'autres espèces natives qui le font aussi, mais c'est surtout les espèces exotiques qui sont présentes sur l'ensemble du port et qui semblent être assez indifférentes à cette pollution. Donc je viens de vous dire, on a une corrélation entre gradient de pollution et organisation spatiale à petite échelle de nos communautés de substrats durs. Mais comme vous le savez, une corrélation, ce n'est pas une relation de causalité. Donc on a voulu prouver cette relation de causalité entre les polluants organiques et les polluants et les communautés par des approches de transplantation réciproque dans les ports afin de vraiment montrer le lien. Les transplantations réciproques montrent le lien entre les paramètres environnementaux et les paramètres biologiques qu'on mesure, et notamment elles permettent également de mettre en place, de montrer si on a de l'adaptation locale ou pas. Donc ça, c'est ce qu'on a fait, avec Joseph au cours de son postdoc et qu'on a répété pendant 3 années avec la thèse de Robin qui est en train de finir, qui défendra sa thèse en décembre. Donc je vais vous présenter un peu de façon aléatoire les résultats entre les différentes années, mais en fait les résultats sont quasiment identiques. On est sur du micro-détail des résultats différents entre les années. Donc vous voyez qu'on a fait ces manips-là en 2016, en 2019 et en 2020. Donc ce qu'on a fait, on a pris 3 zones du port, l'entrée, le fond et le milieu, et on a évidemment gardé des contrôles. On a mis des petits panels de recrutement, certains vous pouvez voir sur la photo à droite. Ces panels, certains sont restés en place, ce sont nos contrôles, et d'autres ont été échangés avec les différentes parties du port, afin de voir comment ça variait, à la fois au niveau de l'organisation des communautés, mais également pour les espèces qui sont présentes dans tout le port, comment ça variait au niveau d'aspects de mesures plus fonctionnelles, notamment de la métabolomique, des composés issus de la physiologie de l'espèce. Alors, ce qu'on a pu voir, là je vous mets la structuration qu'on observait avant de faire la transplantation pour les années 2016 et 2019, c'est qu'évidemment, on retrouve la structuration le long du gradient environnemental dont je vous ai parlé précédemment. On retrouve bien une entrée, une communauté d'entrée qui est différente d'une communauté du fond, mais également une communauté centrale, une communauté du milieu, qui se distingue à la fois de l'entrée et du fond, alors qui est plus ou moins proche d'une ou de l'autre selon les années, mais qui est quand même différente, qu'on arrive bien à distinguer. Donc ça veut bien dire qu'on avait bien cette idée de gradient de communauté sur une échelle de distance qui est de l'ordre de 100 mètres. Entre F et E que vous voyez sur la photo, on n'a pas plus de 100 mètres de distance. Donc ça, c'était avant la transplantation. Et donc, quand on a transplanté, voilà ce qu'on retrouve. Donc, après la transplantation, a priori, quand on regarde comme ça, on se dit, on ne voit pas grand-chose. Je peux vous le concéder. Ce qui, par contre, si on regarde un peu plus en détail, ce qu'on peut voir, c'est que sur la gauche de l'axe 1, on voit que tous les panels de recrutement qui soit ont été transférés vers l'intérieur, soit ils sont restés, soit qui avaient pour origine l'intérieur et qui ont été transférés vers l'entrée ou vers le milieu, se retrouvent beaucoup plus proches les uns des autres. Inversement, les panels qui n'avaient pas pour origine l'intérieur ou qui n'ont pas été transférés vers l'extérieur se retrouvent plutôt vers la droite. Alors qu'est-ce que ça nous dit ça? Ça nous dit déjà que l'environnement de fond de port, de l'intérieur du port, a un effet, même par les défais sélectifs, considérable sur la structure des communautés. Il conditionne les caractéristiques des communautés. Quand on regarde les différentes analyses statistiques, de Permanova, d'analyses multivariées, on voit bien un effet de la destination, mais également de l'origine, dans une moindre mesure, de ces communautés qui ont été transférées, et donc en particulier un effet de l'intérieur du port et donc des conditions environnementales de l'intérieur du port. On assiste à un phénomène d'adaptation locale de cet intérieur du port qu'on ne retrouve pas spécialement pour le milieu et pour l'entrée du port. Ce phénomène d'adaptation locale, de transformation de la structure des communautés,
On a retrouvé que, pardon, j'ai oublié, on a retrouvé que les espèces exotiques étaient quand même assez bien représentées dans cette zone de fond de port, en tout cas dans la zone de fond du port et dans toutes les plaques de recrutement qui sont en relation avec cette fond du port. C'est ce que je vous ai marqué, c'est la partie gauche du graphique ici. Donc il y a bien une influence de l'origine ou de la destination en relation avec l'intérieur du port. Et également, ce qu'on a pu montrer, c'est qu'on a mesuré la respiration sur chacun de ces panels, c'est qu'il y a un effet au niveau physiologique sur les différents panels quand ils sont transférés vers l'intérieur. C'est-à-dire que tout panel qui soit reste en fond de port, soit a été transféré vers le fond du port, présente des taux de respiration de l'ensemble de la communauté qui sont largement supérieurs, hein, vous voyez, au moins 3 ou 4 fois supérieurs à ce qu'on va retrouver dans les zones soit du milieu, soit de l'entrée du port. C'est-à-dire que les zones non polluées, que ce soit au cuivre, au POP, ou alors POP polluants organiques persistants, c'est-à-dire les pesticides, les PCB, tout ça, sont peu représentés en entrée de port et au milieu, ils sont très présents en fond de port et ils conditionnent la respiration au niveau de nos espèces. Donc on a bien, encore une fois, un effet de l'environnement de fond de port, à la fois sur les communautés et sur une fonction physiologique essentielle qui est la respiration. Maintenant, on s'est intéressé également à certaines espèces qui étaient présentes dans l'ensemble du port. Et on les a, évidemment, on a fait la transplantation réciproque. Parmi ces espèces, on retrouve les siones. La Siona intestinalis, qui est un modèle en biologie du développement, qui est assez connu. Et ce qu'on a pu constater au niveau des empreintes métabolomiques, donc du produit du métabolisme, hein, du produit du travail des protéines, notamment des enzymes, c'est que quand les espèces sont soit, quand la sionne est présente en fond de port, ou que les panels sur lesquels étaient présents les siones ont été transférés en fond de port, ou qu'ils ont pour origine le fond de port et ensuite ils ont été transférés vers une autre partie du port, on a un métabolisme de l'espèce qui très vite se rapproche des contrôles du fond de port. Donc ça veut dire encore une fois que l'environnement de fond du port influence considérablement le métabolisme de l'espèce, y compris la métabolomique, hein, les empreintes métabolomiques qu'on peut trouver. Ce que vous voyez sur la droite, ce sont les différences qu'on appelle les VIP, c'est-à-dire les molécules, les pics de molécules qu'on a pu identifier comme étant importants et expliquant les différences qu'on a pu observer. Alors qu'on a fait ça en 2016, on n'a pas du tout identifié structurellement les molécules. Par contre, on a refait ça ces dernières années. On a fait ça sur la sionne, on a refait ça sur une autre espèce, sur le bryozoaire Bubula neritina. Donc on retrouve à peu près la même configuration. Le graphique est un peu plus complexe parce qu'on avait intégré les panels de centre du port. Mais on retrouve la même tendance et on a pu, cette fois, identifier un certain nombre de molécules associées à ces variations qui expliquent ces variations entre le métabolisme des entrées, les métabolismes entre l'entrée et le milieu du port et tout ce qui est relié au fond du port. Et en particulier, on trouve un effet de certaines molécules qui sont des lysophosphoéthanolamines. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste de ces molécules, mais alors, ces molécules, elles ne sont pas connues sur nos espèces. Par contre, elles étaient connues sur les mammifères, elles étaient connues sur les éponges. Et il semble que toutes ces molécules soient en relation avec les fonctions de reproduction. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'on a tout un cortège de molécules de l'isophosphoéthanolamine qui sont soit surexprimées, soit sous-exprimées selon là où on va les retrouver dans le port, mais que toutes ces molécules semblent en fait reliées à une variation au niveau des fonctions de reproduction, donc potentiellement de la fitness. Et ça colle bien avec ce qu'on a pu trouver sur ces phénomènes d'adaptation locale en fond de port par rapport au reste du port, c'est-à-dire par rapport aux zones qui ne sont pas soumises aux pollutions organiques et métalliques.
Donc, si on fait un tout petit résumé de ce que j'ai pu vous dire, c'est qu'évidemment, l'urbanisation induit une perte d'habitat extrêmement forte. Ces structures artificielles sont des supports de biodiversité, on peut pas le nier, mais on connaît mal comment ça va jouer sur la connectivité des espèces et également comment les mécanismes qui régissent les nouveaux assemblages sont vraiment constitués. Ce qu'on a pu voir, c'est grâce à notre série d'études dans ces ports, notamment bretons, c'est que cette superposition de milieux artificialisés avec des concentrations en polluants très fortes semble favoriser des filtres environnementaux extrêmement forts qui tendent globalement à favoriser les espèces introduites. Ça ne lève pas la question du mécanisme associé à l'adaptation locale qu'on peut observer. Est-ce qu'elle a une base génétique ou épigénétique? À l'heure actuelle, on ne le sait pas. Ce qu'on constate, c'est ce qu'on constate, c'est qu'à différents niveaux d'organisation biologique, que ce soit au niveau de la communauté ou de la respiration en fonction biologique, la respiration ou encore le métabolisme, la métabolomique, on semble avoir un filtre environnemental qui crée des conditions d'adaptation locale dans ces zones plus polluées. Donc voilà un peu le message global qu'on a pu sortir ces dernières années. Mais cette approche ne nous convenait pas parce qu'on était quand même dans une zone uniquement géographique et biogéographique assez restreinte, qui était la Bretagne et la ville de Brest. Donc on a voulu étendre ces approches à différents ports, et notamment en Méditerranée, et c'est ce qu'on a pu faire. C'est ce qu'on a fait, notamment dans la thèse de Robin Goff. C'est ce qu'il a fait ces dernières années. On a fait ces comparaisons. Globalement, on a à peu près les mêmes résultats, que ce soit en Méditerranée ou en Atlantique ou en Manche. Et donc, on a bien cet effet de fond de port plus pollué qui vraiment conditionne les communautés. Alors ça, c'est vrai partout, sauf quand les manips de transplantation réciproque ne fonctionnent pas. Et elle ne fonctionne pas parce qu'on n'avait pas tenu en compte d'un phénomène qui s'appelle le changement climatique. Un tout petit phénomène, comme vous savez. Alors, ce changement climatique, on ne pensait pas qu'il soit aussi prégnant en milieu portuaire. On aurait dû mieux y penser. Donc c'est le dernier point que je vais vous exposer par rapport à ce port. Finalement, est-ce que ce changement climatique, il influence nos communautés portuaires et qu'est-ce que ça va faire pour les exotiques? Est-ce qu'elles vont en bénéficier ou est-ce que finalement le changement climatique est plutôt une chance d'éliminer ces espèces introduites? Donc tout ça, on l'a abordé de façon un peu vraiment aléatoire, puisque en fait, on a eu un effet du changement climatique par une transplantation réciproque ratée en 2019 dans le port de Marseille. Ce que vous voyez, donc, c'est le port de Marseille, toujours le même type d'expérimentation. Et ce que vous pouvez voir sur la droite, c'est qu'en juin, avant qu'on fasse la transplantation, tout allait bien. On trouvait bien une discrimination entre nos trois parties du port, le fond, le milieu, l'entrée. Et par contre, en août, on ne retrouve plus du tout cette discrimination entre les communautés. Et on a quelque chose qui est vraiment très homogène. Et ça, on ne le retrouvait pas du tout, à la fois dans les ports bretons, ni dans les autres ports qu'on a pu faire autour de la région de Marseille. Donc on s'est demandé ce qui s'est passé, en tout cas pour cette année-là, pour le vieux port de Marseille. Ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'on avait une couverture des espèces qui, entre avant et après la transplantation, a considérablement augmenté. Par contre, la diversité a vraiment diminué. Donc on a un recouvrement plus fort, mais moins de diversité. En fait, on n'a plus qu'une ou deux espèces qui sont dominantes. Et c'est ce que vous voyez en haut à droite. Ce sont en fait des serpulidés, donc des petits vers polychètes calcaires, qui sont devenus les espèces dominantes. Or, dans le même temps, on avait mesuré les températures dans des eaux de notre port. Et ce qu'on a pu constater, c'est que sur 3 périodes après notre transplantation réciproque, on a subi des vagues de chaleur fortes. La température de l'eau
était au-dessus de 25 degrés pendant une période totale de 23 jours sur 2 mois d'été, sur le mois de juillet et 2 mois d'août. Les températures supérieures à 25 degrés, les organismes en Méditerranée y sont habitués, mais ce à quoi ils ne sont pas habitués, c'est par contre des périodes de température élevée très larges, très longues. Et 25 degrés sur 60 jours, 25 jours pardon, sur 60 jours ou même 90 jours d'été, c'est considérable. Et donc ce qu'on pense, ce qui s'est passé, c'est qu'on a un phénomène de vague de chaleur qui s'est produit pendant cette période-là, qui a complètement gommé l'effet, ou soit là, enfin, ce qu'on constate, que ça a gommé l'effet de discrimination, d'hétérogénéité spatiale à l'intérieur du port. Donc ça, soit là, ça l'a gommé, soit ça l'a vraiment... oui, ça l'a complètement effacé, oui, c'est ce que je voulais dire. Ça l'a complètement gommé, et donc on s'est retrouvé avec des communautés qui sont complètement homogènes et qui n'a plus aucun effet de l'environnement physique, de l'environnement chimique, mais on a bien un effet par contre de cette température. C'est quelque chose auquel on ne s'attendait pas. On pensait que les espèces étaient quand même assez résistantes. Donc on a quand même voulu explorer ce qui se passerait dans le cadre du changement climatique et qu'est-ce qui pourrait se passer dans les années à venir si on suit les scénarios de réchauffement de plus de 3,5 degrés Celsius de plus de température des eaux, hein, c'est ce que nous prédit le GIEC, en tout cas pour la Méditerranée et même pour le proche Atlantique. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé des cloches in situ de réchauffement. On a simulé du réchauffement climatique in situ en mesurant la température ambiante de l'eau, et chaque fois qu'on a une variation de température, on se situait sur certaines cloches à plus 3,5 degrés. Et ça, on l'a fait sur 45 jours d'expérimentation, c'est-à-dire à peu près la durée de notre transplantation réciproque, hein, du temps de transplantation réciproque. Donc, qu'est-ce qu'on a constaté ? Ce qu'on a pu constater, c'est qu'on a une très forte différence dans la structure des communautés, c'est les deux graphiques que vous voyez en haut, que ce soit en Méditerranée ou en Atlantique à Brest, entre les tubes chauffés et les tubes non chauffés, que la biomasse diminuait considérablement quand on augmentait la température, que l'espace vide augmentait considérablement, donc on a moins d'espace, moins de biomasse présente, et que par contre la couverture des espèces introduites était variable en fonction des aires géographiques. En Bretagne, elle chute considérablement. En Méditerranée, elle tend à augmenter. Donc là, on est encore un peu, on est sur de l'hypothèse, hein, on explore encore un peu ces hypothèses, mais une des hypothèses qui peut expliquer les différences pour les espèces exotiques qu'on constate, c'est le graphique que vous avez en bas à droite, ça peut être tout simplement que les espèces exotiques qui sont présentes en Bretagne sont plutôt des espèces d'affinité thermique tempérée froide, alors que celles qui sont présentes en Méditerranée sont plutôt des espèces d'affinité thermique chaude, et explique qu'elles bénéficient en Méditerranée du réchauffement, alors qu'en Atlantique, elles ont tendance à y perdre. Voilà. C'est une explication. Ce n'est pas la seule explication, et donc de toute façon, ça demanderait à être exploré un peu plus avant. Donc voilà, c'est un travail, comme vous pouvez le voir, qui a impliqué beaucoup de gens de différents labos, que ce soit des historiens avec Daniel Faget ou des collègues plutôt chimistes des polluants avec Stéphanie Jacquet ou Emmanuel Wafo, et tout un tas d'étudiants, notamment Joseph Conwarsi, mon postdoc, et Robin Gauff, mon thésard au cours de ces 3 dernières années. Je vous remercie. Merci beaucoup, Christophe. Moi, j'aurais plein de questions, mais je vais d'abord laisser... Enfin, voilà. Je vais voir si d'autres personnes souhaitent prendre la parole avant moi. Parce que des fois, c'est pas très évident d'expliquer les transplantations réciproques, notamment. Mais j'espère que ça a été clair. Ah ouais, non, enfin, moi, je trouvais ça extrêmement clair. Bon, alors, c'est pas grave. Bah, je vais me lancer, si jamais. T'as dit tout au début, en fait,
qu'il y a de plus en plus d'espèces envahissantes, en fait, enfin, en tout cas exotiques. Alors, quelles sont les explications majoritaires? Est-ce que c'est parce qu'on se documente plus? Est-ce qu'il y a plus de trafic? Est-ce que les espèces indigènes sont poussées trop dans leur retranchement? C'est quoi pour toi les On a explications? tout, en fait. Ok. C'est sûr que les espèces invasives sont mieux documentées maintenant qu'il y a un siècle en arrière. On connaît un peu mieux nos communautés, en tout cas dans certaines parties du monde, notamment les pays occidentaux, on commence à bien connaître nos communautés, même si ça se discute. Mais ce qu'on constate surtout, c'est qu'on a une accélération du trafic maritime. Les bateaux vont de plus en plus vite, ils transportent de plus en plus d'espèces. Or, s'il y a bien un moment où les conditions environnementales sont assez drastiques pour éliminer une bonne partie des propagules de ces espèces introduites, c'est pendant le transport. Donc, si on réduit le temps de transport, on augmente également la probabilité de pouvoir introduire des espèces ou des propagules en bon état. Donc ça, c'est que ce soit les eaux de ballast ou les coques de navire. Ce qu'on constate, c'est que ça voyage bien. Hein. Quand on va plus vite, ça voyage très très bien. Il y a quand même des études qui ont été faites sur une expérimentation in situ qui a été faite le long de la côte californienne. Elle est exceptionnelle, cette étude. Ils ont fait une réplique des bateaux, des caravelles du 15e siècle, du 16e siècle plutôt. Et ils l'ont fait, plutôt du 17e, et ils l'ont fait voyager le long de la côte californienne à la même vitesse que les bateaux de l'époque. Et ils ont pu montrer que même sur les bateaux en bois, on retrouvait, au cours du voyage, on voyait de plus en plus d'espèces qui venaient se fixer sur les coques de navire. Et au fur et à mesure du voyage, on avait de plus en plus d'espèces qui potentiellement pouvaient être introduites. Et ça, on imagine ça avec des temps de voyage le long de la côte californienne qui pouvaient durer 1 ou 2 mois. Alors actuellement, pour descendre de l'Oregon jusqu'en Californie, il faut 2-3 jours maximum. Donc on peut imaginer que plus on accélère, plus on augmente la probabilité d'introduire ces espèces. Associé à ça, évidemment, les niches écologiques souvent ressemblent de part et d'autre des corridors, puisque les corridors de trafic maritime sont souvent entre pays de l'hémisphère nord qui sont aux latitudes tempérées, les États-Unis, l'Europe, la Chine, le Japon. On a quand même des niches qui sont assez ressemblantes. Et quand on associe à ça le changement climatique qui a tendance un peu à aussi homogénéiser et ouvrir d'autres niches, on se retrouve avec des espèces qui arrivent de plus en plus, y compris des espèces tropicales qui arrivent en Méditerranée, qui commencent à bien s'installer. Mais j'enchaîne avec ça, c'est en fait quelle est la conséquence du fait qu'on ait plein d'espèces exotiques, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des écosystèmes qui soient tout le temps assujettis à des compétiteurs en gros et enfin à des espèces plus compétitrices que d'autres en fait. Bah, le problème, c'est que rajouter des espèces dans un écosystème, a priori, ça dépend des écosystèmes, mais en fonction de leur résilience, ils peuvent supporter d'avoir des nouvelles espèces qui arrivent. Le problème, c'est que ces espèces ont quand même tendance, soit quand elles arrivent, soit après être arrivées, à être de plus en plus compétitives, à pouvoir prendre le dessus, à devenir des espèces ingénieurs d'écosystèmes, et donc à prendre le dessus sur nos écosystèmes. Avoir des écosystèmes aussi qui, du coup, fonctionnent moins bien, tant d'un point de vue écologique que d'un point de vue économique. Les espèces introduites, clairement, dans 500 ou 1000 ans, elles seront intégrées à l'écosystème. Il fonctionnera, l'écosystème continuera, il aura changé, mais il fonctionnera. Par contre, les services que ces écosystèmes nous rendent, eux, ils seront disparus. Donc, que ce soit pour la pêche, que ce soit pour le loisir, ces écosystèmes, vraiment, ils sont modifiés considérablement. Le meilleur exemple que je peux prendre sur ça, c'est l'est de la Méditerranée. Il y a un corridor qui est ouvert en permanence, ça s'appelle le canal de Suez, et on a depuis un siècle qu'il a été créé, on a une arrivée continue d'espèces de mer Rouge, d'espèces subtropicales. Les niches en plus sont vraiment similaires entre le sud-est de la Méditerranée et le nord de la mer Rouge, donc ça rentre facilement, il n'y a pas besoin d'adaptation. Les pêcheries le long de la côte libanaise, la côte israélienne, la côte égyptienne et maintenant le long de la côte sud turque se sont complètement effondrés par l'arrivée de ces espèces. On a des écosystèmes qu'on ne reconnaît absolument plus. Par exemple, le poisson lapin a modifié totalement les petits fonds de l'est de la Méditerranée.
il n'y a plus beaucoup d'espèces d'algues, par exemple, qui sont présentes, à cause de ces poissons lapins qui n'existaient pas avant, et qui est un des rares poissons herbivores à régime généraliste en Méditerranée. Ok. J'aurais une question. Vas-y Agnès. C'était super intéressant justement sur les expériences de transplantation, mais au niveau de l'effet tête de pont des porcs, ou peut-être que justement c'est peut-être plus simple de se fixer quand on arrive et qu'on est tout petit et qu'il n'y a pas beaucoup d'individus, mais que ça permet d'établir un groupe, puis de la sélection à ce niveau-là. Et qu'est-ce qu'on a comme élément là-dessus, ou qu'est-ce que... En fait, ils sont déjà en train de se disperser, parce que nous, on regarde les marinas. Donc les marinas, c'est pas là où les bateaux, c'est pas où le trafic maritime international arrive. Donc c'est plutôt c'est les ports de commerce où ça arrive. Là, on n'a pas vraiment regardé. Donc c'est plutôt dans ces zones-là où on va avoir effectivement des petits groupes qui vont arriver, qui vont être soumis à la sélection. Ce qu'on constate, c'est que si déjà c'est dans des marinas qui sont adjacentes ou même qui peuvent être assez éloignées du trafic international, c'est que ces espèces-là, elles sont déjà établies et elles sont capables de se disperser. Mais ce qu'on constate, c'est que pour le moment, elles ne sortent pas beaucoup du milieu extérieur, si ce n'est que par leur propagule. Donc il y a quelque chose qui les empêche de sortir vers le milieu extérieur. Donc pour le moment, elles peuvent servir de tête de pont, mais c'est vrai que pour le moment, la plupart des espèces restent, et heureusement, restent cantonnées dans ces ports. Mais celles qui sortent, généralement, elles sortent proches des ports. C'est l'exemple de la Colerpa taxifolia. C'est une espèce, elle est apparue devant le port de... pas taxifolia, Colerpa racemosa. Elle est apparue, la première fois qu'on a été signalée, elle était apparue devant un port. Et vous avez tout un tas d'espèces comme ça qui, quand elles sortent vraiment des ports, elles sortent, c'est vraiment à proximité du port. Donc c'est pour ça que je dis que les ports peuvent servir de tête de pont. Pour le moment, c'est vrai que c'est bien cantonné. Et finalement, moi, ce que j'expliquais à mon thésard, c'est la question que tu dois te poser, c'est est-ce qu'il faut enlever la pollution ou la garder dans le port ? Parce que vu les résultats qu'on constate, c'est est-ce que cette pollution, finalement, elle ne permet pas de cantonner les espèces dans le port? Et qu'est-ce qui se passerait si on l'enlève? Donc lui et moi, on n'est pas tout à fait d'accord sur les conséquences d'enlever la pollution du port. On a des discussions passionnées là-dessus. Mais voilà, les ports, ça reste quand même cette bombe à retardement pour les milieux naturels adjacents. Merci beaucoup. J'ai une question super naïve. Est-ce qu'il y a un suivi qui est, voilà, justement des eaux de ballast en général et une réglementation qui se met en place au fur et à mesure ou... Alors, il y a eu des études de suivi des eaux de ballast, oui, ça, il y en a eu. C'est grâce à ça d'ailleurs que petit à petit, on a réussi à convaincre qu'il fallait mettre en place au niveau international, parce que c'est compliqué le droit maritime, qu'il fallait mettre en place une législation peut-être au niveau de ces eaux de ballast. Donc c'est en train d'être mis en place. Effectivement, il y a des règles qui ont été proposées, notamment des vidanges des bateaux en haute mer avant d'arriver dans les ports, ou des systèmes de nettoyage des eaux de ballast en continu, donc les remplir et les vider en permanence le long des trajets pour éviter justement ces introductions d'espèces. Mais bon, c'est pas encore tout à fait en place. Ça va être mis en place dans les années qui viennent, et je ne me rappelle plus les dates. Donc c'est la commission internationale maritime qui est chargée de ça. Et donc c'est encore une fois, c'est comme tout ce qui touche au droit maritime, c'est vraiment le droit souverain des États direct. C'est très compliqué à mettre en place. Et il semble que les États aient compris qu'il fallait mettre en place ça. Ouais. Donc ça va se faire. Mais j'imagine donc ils vont pas baisser le trafic parce que l'économie s'écroule. Mais ce qu'ils peuvent imposer, c'est que les coques des bateaux soient propres. Enfin, je sais, qu'est-ce qu'ils peuvent imposer en fait? Les coques de bateaux propres, c'est une fausse bonne idée. Parce que une coque de bateau propre, ça veut dire une coque de bateau et c'est surtout des peintures anti-fouling qui sont aussi du cuivre. Donc ça, de toute façon, on ne peut pas jouer sur ça parce qu'effectivement, il y a l'argument économique derrière et on ne peut pas dire il faut ralentir le trafic. Encore que, ces derniers temps, on s'est aperçu que
un ralentissement du trafic maritime n'entraînait pas forcément une diminution du trafic, des échanges commerciaux entre les pays, et que donc c'était peut-être pas une si mauvaise idée, notamment pour économiser le carburant, de ralentir un tout petit peu les trafics. Donc les armateurs C'est avec la Covid, en fait, que, que ça a été montré. a accéléré le mouvement, mais ils y réfléchissaient déjà avant. Donc les armateurs, notamment la CMA CGM, hein, on a le siège à Marseille, ils y réfléchissent parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils font des économies d'énergie et qu'au final, bah, ça n'a pas d'impact vrai sur l'économie en elle-même. Mais c'est sûr que nos bateaux vont de plus en plus vite. Donc la solution, c'est pas tant au niveau des coques de navire, parce que de toute façon, il y a des zones du navire qui seront jamais accessibles et qui seront pas nettoyables. Juste derrière l'hélice, il y a une zone qui n'est pas accessible et qui est à l'abri de la vitesse, qui est à l'abri du courant, et qui donc est une zone vraiment un hotspot pour les introductions d'espèces. Par contre, pour les autres ballasts, oui, on peut faire des choses, ça c'est sûr, et c'est en train d'être mis en place. Ok. Et ok, moi j'ai une dernière question, après on va te libérer peut-être. Donc on peut prédire en fait une sélection au fur et à mesure des espèces qui sont bien tolérantes à des fortes concentrations en cuivre en gros et aux polluants en général quoi. C'est ça qui va En tout cas, sur être la tendance. les espèces introduites, celles qui réussissent, elles ont tendance à être plus compétitrices sur la réponse aux perturbations environnementales. Moi, j'ai déjà fait pendant mes post-docs, mais on l'a refait avec mes étudiants, des manips de tolérance comparée, par exemple, à la température entre une espèce introduite et une espèce native. On s'affranchit des problèmes phylogénétiques, etc. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que globalement, les introduites, elles sont plus résistantes. Que ce soit à la température, que ce soit aux polluants, elles semblent avoir acquis des mécanismes de résistance. Quelle est la base de ces mécanismes? Ça reste à déterminer. Est-ce que c'est une base purement génétique? Est-ce que c'est une base épigénétique? Est-ce qu'il y a simplement une tolérance physiologique plus importante? Ça reste à déterminer par contre. Mais c'est clair qu'on voit qu'on a des espèces qui sont tolérantes. Et d'ailleurs, toutes les théories liées à l'explication du succès des espèces invasives, il y en a beaucoup qui tournent autour de cet équilibre d'énergie, hein, de l'investissement énergétique sur la reproduction notamment, ou sur la compétition, qui est l'énergie qu'on a pu libérer d'ailleurs. Donc, est-ce qu'elles sont plutôt résistantes en environnement? Elles ont peut-être développé des mécanismes de résistance aux métaux qui leur permettent d'investir plus facilement des mécanismes pas coûteux, en tout cas, qui leur permettent d'investir dans la reproduction. Et ça reste quand même un champ à explorer assez fort. Ouais. Ok. Bon, moi je vais arrêter avec mes questions. Ok. Si personne d'autre ne se manifeste, on va te libérer, Christophe, en tout cas. Ok. Merci beaucoup, c'était passionnant. Merci beaucoup. Merci à vous tous. À très bientôt. Bientôt. Au Bonne revoir. continuation. Au revoir.